Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse ce matin. Trois sujets convoqués au débat, notamment le Covid-19 avec le limogeage du coordinateur du Covid-19 accusé d'avoir fait mentir le ministre de la Santé. Le professeur Martial Ouedraogo a fait les frais d'une sortie assez rocambolesque. Et deuxième sujet, le maintien des élections pour le 22 novembre prochain. Le président de la CENI qui estime que rien n'empêche les élections du 22 novembre de se tenir. On en débattra dans cette édition. Quelles sont les conditions réunies et comment ces élections pourront se tenir? Réponse dans quelques instants. Et puis enfin, la Côte d'Ivoire avec la condamnation de Guillaume Soro à 20 ans de prison et 4,5 milliards de francs CFA d'amende, notamment pour la confiscation de beaucoup de ces biens. On a un débat également dans un débat de presse. Ce matin sont venus pour le débat Dieudonné Zungwana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Bonjour Fousseni. Merci d'être venu pour le débat. Deuxième invité à débat de presse, Boukari Woba de Mutation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour le débat. Troisième invité, Joachim Vokuma de Kassoteo.net. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Et quatrième invité à ce débat de presse, Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour Yacinthe. Bonjour Fousseni. Et merci d'être venu pour le débat. On commence d'ailleurs avec vous Yacinthe. On l'a vu, le Conseil des ministres dernier a limogé le coordinateur du comité national de riposte du coronavirus pour avoir fait mentir le ministre de la Santé. Et pour beaucoup, le coordinateur paie les frais, mais est-ce qu'il est le seul à pouvoir supporter cette charge-là? C'est une réalité. Ce n'était pas une surprise déjà qu'il soit décagnoté parce que lorsqu'une équipe, comme dans le football, lorsqu'une équipe enchaîne autant de bourdes, c'est le coach qui finit par payer les pots cassés et il a casqué pour en tout cas les différentes bourdes parce que c'est vrai que c'est le décès de la députée Rose-Marie Compaoré qui a fait le buzz ces derniers temps, mais il y a un ensemble d'éléments qui, depuis le début, qui sont à mettre à l'actif de son équipe et donc qui étaient de nature à être, à un moment donné, soumise à débat. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une enquête qui est ouverte. Pour moi, c'est surtout sur ça qu'il faut mettre, il faut ouvrir l'œil, parce que, vous l'avez dit vous-même, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait mentir la ministre de la Santé. Sauf que, directement ou indirectement, ce n'est pas déjà lui qui a fait mentir la ministre, puisqu'il y a des équipes, il y a des personnes qui étaient chargées d'exécuter certaines instructions de la ministre directement, qui ne l'ont pas fait, qui ne lui ont pas rendu compte selon ses explications au journal Courrier Confidentiel. Donc, il faut situer la responsabilité aujourd'hui, et je pense qu'il faut également que ceux-là qui sont comptables de ces différents éléments puissent également être sanctionnés s'il y a lieu, en tout cas de les sanctionner. Mais pour l'un dans l'autre, le professeur Martial paye vraiment pour toutes les bourdes que son équipe a pu faire. Dès le début, on a vu l'affaire de l'installation de dispositifs à l'aéroport. Il y a autant de bourdes. Il y a l'affaire Marvin Samadogo qui est encore plus grave, à mon avis en tout cas, que l'affaire Rose-Marie Compaoré. Lorsque vous avez votre père de famille hospitalisé à Tenganogo, et que ce n'est que par hasard que vous voyez son corps 3 jours après son décès à la morgue, je pense qu'il y a des personnes qui doivent répondre. Il y a également nécessité, on ne sait pas déjà s'il y a enquête sur ce dossier où on en est, mais il y a nécessité en tout cas que les gens puissent se situer. Il y en a, on peut en citer un rappel, il y a la fameuse affaire de Tunis Air, les passagers de Tunis Air dont on ne sait toujours pas si les 4 qui manquaient à l'appel sont retournés au BK et sont pris en charge aujourd'hui. Il y a l'affaire d'Ethiopian Airlines où la ministre a annoncé en direct sur votre plateau que il y a un Chinois qui venait se faire soigner au Faso, alors qu'il a été testé plus tard finalement négatif. Donc il y a autant d'éléments qu'on a vu dans la prise en charge qu'aujourd'hui, le premier qui était le visage de cette prise en charge-là paye. Oui, Joachim, votre avis, est-ce que quelque part, il doit être le seul à supporter la croix? Bon, ce qui est sûr, son décagnotage n'a été aucune surprise pour ceux qui suivent
la gestion de la pandémie. Comme l'a relevé Hyacinthe, il y a toute une série d'actes manqués, voire de fautes. Ce qui lui est arrivé, c'est, pour reprendre une expression, c'est un peu pour l'ensemble de son œuvre qu'il a été limogé. Est-ce qu'il est seul? Je ne pense pas. Parce que quand on regarde comment les choses se sont passées et ce que rapporte Courrier confidentiel à l'issue de la rencontre entre la ministre qui a convoqué le journal au ministère pour expliquer vraiment ce qui s'est passé. Bon, d'abord, il y a une légèreté de sa part qui n'est pas compréhensible à ce niveau de responsabilité-là. Tu confies des responsabilités à des gens, avec des missions bien précises. Il faut aller rencontrer la famille pour s'excuser, s'expliquer, pour qu'on trouve une solution. Toi, tu vas t'occuper de la désinfection de la maison familiale. Ce sont des tâches qui sont assez importantes compte tenu du sujet et de la personnalité qui est en jeu. Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et tu sais que tu dois aller à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, parler de ça. Bon, elle ne prend pas la peine de vérifier que les missions ont été exécutées. Bon, je pense que ça, c'est quand même une faute de sa part. Mais elle n'est pas seule. Tout le bras opérationnel du Chorus, là, le professeur Martial, puis tous ceux qui ont été missionnés pour faire ces travaux-là, devaient lui dire, Madame la ministre, les missions que vous nous avez confiées là, on n'a pas pu exécuter parce que ça. Il y a des raisons. Mais c'était pas aussi le fait que, bon, on était un peu face à une nouveauté, les choses n'étaient pas totalement bien assises. Non, mais quand c'est des missions qu'on vous confie, que vous n'avez pas exécutées, expliquez pourquoi vous n'avez pas pu. Sachant qu'elle doit aller devant l'Assemblée nationale s'expliquer. C'est quand même devant une instance assez importante. Après l'Assemblée nationale, je ne sais pas devant qui on peut comparaître pour dire des choses assez graves. Donc tout ça, ça fait qu'on a le sentiment que voilà, elle est entourée de gens à qui elle fait une confiance excessive, mais qui en réalité ne lui ont pas rendu service. Et je pense que tout ça, bon, je ne sais pas si elle va arriver à sauver son poste, mais si elle arrive à sauver son poste, mais elle doit faire un grand ménage autour d'elle. Parce que ça, ce n'est pas possible, à ce niveau de responsabilité-là, qu'on assiste à des choses qui se sont passées autour de cette affaire. Oui, Dieudonné, en son temps également, on l'avait vu, on reprochait au professeur Martial d'être un clinicien. Ça, c'est un débat entre professionnels, alors qu'il aurait fallu un épidémiologiste pour diriger ce genre de trucs. Et donc, à l'interne, déjà, il y avait des voix qui s'élevaient contre le choix même de la personne du professeur Martial. C'est vrai que il y a eu une polémique. Je crois que le professeur, il est pneumologue. Bon, par exemple, on a entendu certains dire qu'il fallait laisser ça peut-être au directeur de la santé du ministère, troisième personnalité du ministère de la Santé, lui qui est Monsieur Médard, c'est le directeur de la santé qui est d'ailleurs un peu, il faisait partie de l'équipe du prédécesseur de Madame la ministre. Donc, le directeur de la santé du ministère est un épidémiologue. On devait laisser là-bas. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans ça parce que, bon, ça, c'est laissé. Quand on nomme quelqu'un, bon, je pense que, bon, il avait quand même le profil de l'emploi. Encore que je pense que ce n'est pas lié à la spécialité de l'individu qu'on l'a sanctionné. Bon, il a été, est-ce qu'il doit être la seule victime extra-hospitalière? Ça, c'est la grande question. Mais sinon, quand on est responsable à un certain niveau, on assume, on doit répondre, puisque ici, on reproche quoi au professeur? C'est des comptes rendus qui n'ont pas eu de feedback. Parce qu'on a missionné des gens et le feedback n'a pas été fait. Or, on a fait croire à Madame le ministre de la Santé que voilà, c'est fait. Bon, je crois que dans le jargon militaire, on dit que le compte rendu libère le subordonné. Quand on vous envoie, il faut venir et puis vous faites le compte rendu, ça vous libère. Alors que ça, Madame le ministre a demandé, est-ce que c'est fait? On l'a assuré que c'est fait. Et bon, effectivement, là, c'est peut-être là où elle a manqué, c'est parce qu'elle n'a pas pris le soin de... Et elle est allée devant la représentation nationale, dit c'est fait, et
rétrospectivement, après on se retour, rend compte. on s'est rendu Voilà. compte. Maintenant, est-ce que le professeur Martial Ouedraogo doit être le seul le mouton sacrificiel? Est-ce qu'il doit être le seul à payer ce dilettantisme, l'impéritie, bref, toutes ces insuffisances de la gestion du chorus? Je ne pense pas, puisque, mais comme l'a dit Yacine, je crois qu'il y a des... Puisque le président du Faso même a donné des choses... Le même conseil a instruit de faire des investigations. Donc, il il faut attendre. Mais bon, c'est vrai que le professeur lui-même, il ne doit pas être étonné parce que quand on est responsable, bon, quand on est par essence infusible, parce que quand c'est le mercure dans ton département, ça chauffe jusqu'à un certain degré, ben, pour un peu faire baisser la tension, on est obligé vraiment de te sacrifier, bon, en attendant de voir venir. Maintenant, est-ce qu'il y aura d'autres moutons sacrificiels? On attend de voir. Oui, et Boukari Ouba, est-ce qu'il n'aurait pas fallu, en même temps qu'il y a des enquêtes, selon le Conseil des ministres, sur une situation extrêmement grave, je reprends les termes du Conseil des ministres, et le Conseil qui demande des investigations pour voir si l'entièreté de la situation a été gérée comme il se doit, est-ce que il n'aurait pas fallu même auditer le chorus dans son ensemble? Bon, vous parlez du chorus parce que je crois qu'il y a un agencement de structures qui fait qu'aujourd'hui on ne comprend même pas exactement. C'est vrai, avec le départ du professeur Martial, on voit que c'est finalement le directeur du chorus qui assure plus ou moins l'intérim, mais cette structure-là existait bien avant donc, la survenue donc, de la pandémie Covid-19. Donc c'est pour dire qu'on avait une structure qui permettait d'une certaine manière de gérer la crise sans même avoir eu besoin de créer cette coordination-là avec à la tête quelqu'un comme le professeur Martial. Exactement. Dans d'autres pays, comme Dieudonné était en train de le dire, on a une direction même de la santé publique. Mais le directeur peut bien gérer justement cette crise-là. Mais on est venu créer à côté d'un système qui est déjà là en place, qui est censé pouvoir justement faire face à d'éventuelles épidémies et à toute crise sanitaire. On a créé une structure qui véritablement était une sorte de grève qui, de mon point de vue, n'a pas trop pris. Et finalement, c'était une sorte de fusible. Le poste que le professeur Martial Ouedraogo occupait, oui. Il a été nommé là-bas, je suppose bien, par Madame la ministre. Et lorsque ça ne va pas dans la gestion de la crise, on a vite pensé que c'est le professeur Martial qui est responsable de tout. Et donc, c'est lui qu'on met de côté. Mais moi, je pense que véritablement, c'est une façon pour le gouvernement de ne pas assumer ses responsabilités. Et surtout la ministre elle-même d'abord. Parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, la faute, c'est à quel niveau? C'est véritablement Madame la ministre qui est en faute. C'est Madame la ministre qui est en faute. Quand la ministre va à l'Assemblée nationale, je crois que Dieudonné le disait, en réalité, on ne lui a pas dit que les missions ont été faites. Au contraire, on ne lui a rien dit du tout. Et lorsque la ministre allait à l'Assemblée nationale, il y a eu des questions, et même après les questions, il y a eu un break, il y a eu une pause pour permettre au gouvernement de préparer les réponses. On ne peut pas comprendre qu'avec tout ça, la ministre revienne après au parloir pour donner des réponses sans aucune assurance, sans aucune certitude, et déclarer que la maison a été désinfectée, que la famille du défunt a été reçue par ses équipes. Mais écoutez, il ne s'agit pas de les recevoir, il ne s'agit pas d'aller désinfecter. Quels ont été les résultats de cette rencontre que son équipe a eue avec la famille du défunt? Quel a été le résultat du fait qu'il soit allé désinfecter? On revient, on rencontre et on tire éventuellement des leçons. Mais tout ça, rien n'a été fait. Donc, notamment, s'il y a quelqu'un qui est en faute, c'est Madame la ministre. Et moi, vous êtes d'avis avec c'est le parti du député, de la députée Marie-Rose Compaoré, qui estime que, qui exige la démission du ministre, tout simplement, parce que c'est facile, quand il y a des erreurs, de sanctionner les agents subalternes et de circuler comme si rien n'était. Ce sont les propos de Adama Soso. Véritablement, je n'exige la démission de personne. Je fais des constats et je dis que les gens devraient pouvoir en tirer les leçons. Lorsqu'on est à un certain niveau de responsabilité et qu'on est amené justement à gérer la vie des citoyens et qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait le travail comme on devait le faire, on tire les conséquences. On n'a pas besoin qu'une tierce personne vienne vous dire, écoutez, vous ne faites pas bien votre boulot, il faut dégager. C'est vraiment dans nos contrôles qu'on voit de telles situations. Sinon, on fait son propre bilan, on fait son autocritique. Et au regard de l'enjeu, de la situation, on est quand même face à une pandémie qui aurait pu, j'ai envie de dire heureusement, que la pandémie du Covid-19, chez nous, au Burkina, comme un peu partout en Afrique, ce n'est pas exactement ce qu'on voit ailleurs. Si ça aurait pu être aussi violent
qu'est-ce qu'on observe ailleurs, mais cette pandémie aurait pu nous décimer tout simplement au regard justement de notre mécanisme qui a mis en place pour prendre en charge la situation alors que véritablement on n'arrive pas à faire. Vous pensez qu'on est au bout de nos peines? Pas totalement, mais le débat n'est pas là-bas, mais c'est juste lorsqu'on a écouté le dernier point qui a été fait, le directeur par intérim a affirmé plus ou moins que nous aurions atteint donc le pic, et ça je crois que tout le monde l'observe. Nous avons effectivement connu une décroissance en termes de nombre de contaminations, et aussi les tests, le nombre de personnes qui appellent même le 35-35 à diminuer. Ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, mais nous on préfère le prendre du bon côté en pensant que justement on a dépassé le pic, on va vers une sortie. Voilà. Oui, de toutes les façons, oui, Joachim. Oui, je vais revenir sur ça, parce que effectivement quand on prend les bilans des 4 derniers, les 4 derniers bilans, on regarde le nombre de personnes contaminées, les cas confirmés, les décès et les guérisons, on voit bien que la courbe des personnes contaminées est descendante. Tandis que la courbe des guérisons ne fait que monter et les décès, d'une certaine manière, d'une stabilité qui tend vers zéro. Donc, quelque part quand même, bon, on se dit qu'on est en train peut-être de sortir du tunnel. Mais il ne faut pas qu'on fasse l'erreur du Ghana. Le Ghana a déconfiné et en une semaine, le nombre de cas est monté en flèche, a doublé. Donc, il ne faut pas qu'on relâche la vigilance. Il y a des mesures barrières qui ont... Bon, je pense par exemple que la quarantaine a été pour beaucoup dans la non-propagation excessivement du virus, et les mesures barrières qu'on a mises en place là, d'une manière, d'une autre, ça a été respecté selon les lieux, les endroits, mais ça portait des fruits. Il ne faut pas relâcher la vigilance, parce que si ça repart, on ne sait pas où est-ce que ça peut aller et ça peut nous échapper. Oui. C'est pour ça que, bon, c'est peut-être pas le sujet qui était inscrit, mais j'ai été surpris hier soir de voir qu'après la manifestation de jeunes musulmans à la FEB, quelques heures après, le ministère de l'administration territoriale, qui a en charge aussi le culte, a autorisé la réouverture des lieux de culte. Et dans la minute qui a suivi, la FEB a publié un communiqué pour dire que voilà, les mosquées sont ouvertes. Bon. Parce que j'ai vu un jeune qui disait oui, il n'y a pas de raison d'ouvrir les marchés et non pas les lieux de culte. Bon, socialement, un marché, ça n'a rien à voir avec un lieu de culte. Il y a des gens qui vont au marché parce qu'il faut qu'ils aillent au marché pour vivre. On peut prier à la maison sans forcément aller dans un lieu commun. Ça n'enlève rien à la prière, parce que Dieu voit bien le contexte dans lequel ça se passe. Ah, mais vous avez écouté les propos du jeune, oui, pour vous dire que la prière à la maison, là, c'est avec les femmes. C'était virulent. C'était d'une violence qui montre un peu peut-être leur niveau de compréhension aussi du Coran, ce qui est assez... Oui, tout à fait. Ce qui ne me semble pas être l'avis de la direction de la FEB et peut-être de la majorité des... Oui, c'est vrai que tout ce qui touche aux religieux est sensible au Burkina, et les gens souvent n'aiment pas en parler, mais il aurait fallu peut-être qu'on ouvre des débats sérieux sur ces questions, surtout qu'on dit que le pays est laïque et que l'État doit pouvoir marquer une certaine distance par rapport à... Oui, ces lieux de culte là, tout le monde sait bien, à Rome c'est toujours fermé, à la Mecque, il faut qu'on fasse attention, parce que c'est des lieux de proximité. Et c'est des lieux de propagation facile du virus. Donc, si on ne fait pas attention avec cette histoire-là, on va se retrouver face à une situation qu'on était en train de maîtriser, qui va risquer de nous échapper. Tout à fait. Voilà. On va y revenir certainement les prochains jours à débat de presse. Mais on va aborder le second sujet, Dieudonné Zoungrana, le report des élections du 22 novembre. L'opposition comme majorité, ils sont tous unanimes qu'il faut maintenir les élections. Et chose intéressante, Newton Ahmed Bari, le président de la CENI, la Commission nationale électorale, est sorti dire que rien n'empêche les élections de se tenir le 22 novembre. Donc, techniquement, juridiquement, toutes les conditions sont réunies pour arriver à pouvoir tenir l'élection à bonne date.
Oui, de toute façon, il y avait deux scénarios. Hein. À l'heure actuelle, il y a deux scénarios. Soit au regard de certaines raisons, notamment par exemple si le Covid ne connaissait pas une tendance baissière, bon, qu'au 22 on reporte l'élection et que, bon, on rentre dans une phase où, bon, c'est peut-être le président de l'Assemblée nationale qui va assurer l'intérim avec un gouvernement d'union nationale qui va organiser les élections 60 jours au moins ou 90 jours au plus. Le second scénario, c'est qu'il y a élection. Et aujourd'hui, c'est cap sur ce second scénario-là. Bon, l'opposition, d'ailleurs, le gouvernement, c'est le gouvernement en fait qui fixe les élections, qui convoque le corps électoral. Je crois que le gouvernement avait dit que il y aura les élections. L'opposition aussi, j'ai écouté l'opposition lors de toutes ces sorties, dit qu'il n'est pas question que vraiment l'élection ne se fasse pas à bonne date. La CENI, qui est l'administration électorale, je crois que dit aussi que c'est possible. Et c'est une instance qui, à mon avis, au regard de ce qu'elle connaît, peut se prévaloir en tout cas de dire, Newton, Ahmed Bari et puis ses commissaires, au regard, je crois qu'ils ont rencontré même le CFOP, il y a 2 ou 3 jours. Donc ils ont dit qu'au vu de la tâche qui leur est impartie, qui reste à faire, c'est-à-dire l'enrôlement, si la tendance sanitaire continue comme ça, ils peuvent bien finir l'enrôlement et l'élection peut se tenir le 22 novembre. Je crois que bon, il faut prendre bonne note. Il n'y a pas de raison de ne pas croire à la CENI jusqu'à ce que bon, la preuve du contraire nous soit administrée ou bien nous soit confirmée. Mais je crois que... Parce que oui, avant peut-être le Covid, les gens s'inquiétaient de la situation sécuritaire. Non, mais ça la CENI avait répondu, s'il n'en tenait qu'à la raison sécuritaire, le président de CENI, le Newton Ahmed Bari, était allé même dans les zones où il y avait les déplacés internes pour dire qu'il est allé, mais l'élection pouvait se faire. Ça, ils étaient en train de faire des simulations pour voir comment C'était pour les déplacer. Voilà. Comment les choses peuvent se passer. Mais il avait dit, est-ce que la réponse avait été... Oui, il avait plus ou moins dit qu'en tout cas l'élection pouvait se faire. Je crois que, bon, si ma mémoire ne me trompe pas, je crois qu'il avait dit que l'élection pouvait se faire. Mais aujourd'hui, c'est moins la situation sécuritaire que sanitaire qui faisait douter qu'on puisse tenir cette élection-là le 22 novembre. Maintenant qu'on est en train d'en sortir, bon, la CENI, après concertation avec les partis politiques, au regard du travail qui leur reste, parce que c'est ça aussi, puisqu'il y a le problème de l'enrôlement, on en parlait la semaine passée, parce que l'enrôlement c'est quand même il faut bien un corps électoral. Il faut bien une liste électorale claire ou grise, je ne sais pas, expulger bon, des morts, des absents et autres, une liste électorale qui fait autorité. Et tout ça, la CENI nous rassure que c'est possible. Alors, il reste quoi? Il reste à convoquer le corps électoral. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison, pas de quoi, comme je dis, jusqu'à ce que la preuve du contraire nous soit administrée. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre chose, Newton Ahmed Bari sur le fait, au mot, et puis voilà. Oui, Hyacinthe. Mais il a été parfaitement clair, le président de la CENI. Il dit techniquement et juridiquement, rien n'empêche les élections le 22 novembre. Alors, ils ont les hommes, ils ont le matériel. Dans le décompte, il l'a bien expliqué, dans le décompte du calendrier pour que l'élection se tienne, ils sont dans les délais. Maintenant, la question reste sanitairement. Oui. Et sécuritairement, est-ce que c'est possible de tenir cette élection-là sur toute l'étendue du territoire burkinabé? Premièrement, sanitairement, on en parlait tout à l'heure, il y a le risque de résurgence de cette pandémie-là. Aujourd'hui, on a suspendu les opérations de délivrance des CNIB et d'enrôlement. Vous connaissez un peu le pool de la masse de personnes qui drainent ces opérations de délivrance de CNIB et ces opérations d'enrôlement. Si le Covid n'est pas à 100% vaincu au Burkina, qu'on regroupe encore
ces masques-là, Dieu seul sait où on peut en venir en termes de survenance de la maladie. Ça, c'est la première donne. La deuxième donne, c'est la donne sécuritaire. On est entré dans le contexte et le président de la CENI a fait le lancement à Djibo. C'est pas sûr qu'aujourd'hui il puisse repartir à Djibo, par exemple, après parce qu'il y a eu une évolution négative de la situation sécuritaire. Il y a eu le maire qui avait assisté à ce lancement qui a été assassiné. Oui. Aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est encore plus dégradée. Il est clair que tout le Burkina ne peut pas voter. Déjà, les opérations d'enrôlement n'ont pas pu se tenir dans tout le Burkina. Même des zones qui avaient été fixées, il y a eu enlèvement de personnel, il y a eu des incidents qui ont été notés, en tout cas, dans certaines zones. Donc, on ne peut pas tenir les élections sur tout le territoire. Où exactement ça va se tenir? Est-ce que l'élection se tiendra à Ouaga et à Bobo seulement, qui sont véritablement les deux métropoles les plus faciles à sécuriser au Burkina pour l'instant? Je m'en tiens à ce que je sais. Maintenant, il y a tout ce questionnement-là. Bien sûr, on a l'impression que politiquement aussi, en plus de techniquement et de juridiquement, politiquement, les deux parties sont d'accord pour aller véritablement en découdre le 22 novembre. Justement, on va y revenir sur vraiment ce politiquement. Allez-y, terminez. Pour moi, c'est cet opportunisme-là aussi qu'il faut voir. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement y aller? C'est vrai que techniquement et juridiquement, on peut y aller, mais est-ce qu'il est opportun d'y aller? Parce qu'il est clair que nous ne sommes pas encore totalement sortis de l'épidémie du Covid-19, ça c'est clair. Il est clair que nous ne maîtrisons pas tout notre territoire. Quels sont les préalables à tenir? Comment ne pas sortir aussi du cadre législatif, du cadre juridique de la tenue du pouvoir? Tous ces questionnements-là, je pense que la classe politique, au lieu de vouloir repartir à la conquête de l'électorat, devrait travailler à avoir des réponses à ces questionnements-là, parce qu'il ne sert à rien aujourd'hui de faire des élections un peu restreintes et abandonner certaines zones qui ont besoin de se sentir déjà dans le Burkina. On n'en parle même pas, mais il était question du vote des Burkinabés de la diaspora. Aujourd'hui, avec la situation du Covid, comment vous allez faire voter certaines zones dans le monde? Tout ça, c'est des questionnements qui sont posés pour moi, en plus du techniquement et du juridiquement, et ce sont des questions qui doivent être posées. Oui, Joachim, est-ce que c'est votre avis également que c'est vrai techniquement, juridiquement, peut-être politiquement, mais est-ce que c'est opportun aujourd'hui de reparler des élections si on sait que la situation n'est pas totalement maîtrisée? Bon, techniquement, le président de la CENI a dit que c'est possible en dépit du retard qu'on a accusé. Et rappelez-vous bien, Newton Barry tenait vraiment à son chronogramme qu'il a établi. Il ne voulait pas du tout perdre un seul jour de retard. Là, on a accusé plus d'1 mois et demi de retard. Est-ce que c'est rattrapable? Bon, il dit que c'est techniquement possible. Dont acte, on verra. Bon, juridiquement, il faut que le président, le Premier ministre prenne un décret pour... justement, puisque voilà. Newton l'a dit, voilà. C'est lui qui avait pris le décret pour suspendre l'enrôlement. Donc, il faut qu'il prenne pour suspendre. Voilà, de suspendre. Voilà, et puis voilà, donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, politiquement, c'est ça, l'enjeu est là. Je pense que dans l'opposition, comme dans la majorité présidentielle, chacun estime que il a toutes les chances pour gagner les élections. L'opposition estime qu'il y a tellement d'impairs, de mauvais résultats de la majorité qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion de prendre le pouvoir au MPP et à ses alliés. Bon, du côté du pouvoir aussi, ils estiment qu'ils ont un bon bilan et qu'ils peuvent défendre ce bilan-là et faire gagner aussi leur candidat. J'avais interviewé Lassane Ouattara la veille de leur dernier congrès. Ils disaient que leur objectif, c'est faire réélire le président à 65% et de remporter largement la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'était ça leur objectif politique. C'est un objectif politique, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, entre eux, bon, voilà, le consensus, d'une certaine manière, est établi pour aller aux élections. Maintenant, sur le plan pratique, c'est vrai, en dépit de la situation sécuritaire, le débat même sur la tenue des élections ne se posait pas vraiment comme ça. C'est la question sanitaire qui est venue un peu compliquer les choses. Bon, peut-être d'ici le 22, on va voir un peu plus clair
du point de vue sanitaire. Et à ce moment-là, bon, peut-être que les conditions seront d'une certaine manière réunies pour qu'il y ait les élections. Mais ce qui est évident, c'est que la légitimité et du président et de l'Assemblée nationale qui seront issus de ces élections-là pourrait être discutée, de toute façon. Parce qu'il y a des zones dans notre pays qui ne pourront pas voter. Comme ça s'est passé au Mali, ils ont tenu les élections en dépit des zones qui ne sont pas accessibles. Donc ça va être le cas au Burkina ici. Et il faudra en prendre acte de toute façon. Bon, il n'y a pas, je ne pense pas que depuis, à part les élections peut-être de 78, dans notre pays, il n'y a pas une élection qui a été acceptée comme ça depuis 2015. Acceptée comme ça. Bon, on aura peut-être des polémiques à la fin, mais il faudra en faire avec. Mais ça nous évitera, j'en ai dit ça ici la dernière fois, de tomber dans un vide juridique. Tout à fait. Voilà. On va rentrer, si le président n'est pas, l'élection n'a pas lieu, le président, son mandat est terminé, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va se réunir pour faire des états généraux, une conférence nationale, je ne sais pas comment ça se passe. Mais faut-il renforcer aussi? On rentre dans un flou juridique, et là, tous les dangers sont possibles. Oui, mais la question de Hyacinthe, est-ce qu'il faut pour autant forcer? Si on sait que la situation moi, je préfère qu'on ait une élection avec toutes les insuffisances possibles, plutôt que de tomber dans un vide juridique, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans un vide juridique. Ça, je suis... Oui, la semaine passée, j'avais dit des propos de la même tonalité que mon prédécesseur, parce que c'est vrai, on invoque la crise sécuritaire, la crise sanitaire et même la crise humanitaire, parce qu'on a une crise humanitaire qui est là, qui est réelle, qui est prégnante. Quand on voit dans les zones crisées là, il y a une crise humanitaire patente. Mais je dis, et je le redis, si on tombe dans ce vide juridique dont parlait Vokouma, ça vient à rajouter au pathos qui est déjà là, à nos multiples problèmes. Parce qu'en plus de ces crises-là précitées, humanitaires, sécuritaires, on tombe dans une crise politique. Je ne sais pas si on pourra, même s'il ne faut pas forcer, il y a des moments où il faut préférer entre le moindre mal. En tout cas, personnellement, je pense que si, d'aventure, d'ici le 22, la crise sanitaire, il y a une embellie, et qu'on peut organiser les élections dans le contexte qu'on connaît, mieux vaut la tenir que de se retrouver dans un vide juridique en disant non, on ne va pas forcer. Parce que si on tombe dedans, on risque d'avoir maintenant des crises à tiroir. Et quand on a des crises à tiroir, pour s'en sortir, après on va dire non, il faut finir de régler ça, après on ne va pas en sortir. Moi aussi je suis partisan de ce moindre mal. Mieux vaut avoir des élections, on va dire des élections qui ne vont pas vraiment, qui ne vont pas avoir toute leur entièreté, parce que s'il y a quelques zones où on n'a pas pu tenir le vote, c'est vrai que ça enlève un peu la légitimité aux impétrants. Mais mieux vaut ça que de retomber dans un... Je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr. La contradiction est deux. Oui. Lorsque vous dites que vous voulez des élections à minima, et que même si le président n'est pas légitimement élu, les mêmes crises que vous créez dans le vide juridique, et la phobie du vide juridique n'a pas lieu d'être aujourd'hui avec les institutions. Il réagit ensuite. Parce que je n'arrive pas. Ok, oui, vas-y. Non, parce que c'est cette phobie déjà du vide juridique que je ne comprends pas. Aujourd'hui, on a des institutions et on a une loi qui permet de réglementer si ça arrive, si on en arrive là. En plus, aujourd'hui, vous préférez des élections à minima, c'est-à-dire qui sont enclins à être critiqués et attaqués sur devant n'importe quelle juridiction, avec un président peut-être qui serait élu par une poignée d'électeurs qui ne serait pas considéré comme légitime. Et donc, il y a autant de crises que vous créez dans le vide juridique qui peuvent découler de cette élection à minimum. Moi, je ne vois pas pourquoi l'un dans l'autre ne pas forcer des gens. Le mot minimum, même ici, je le récuse. C'est vous qui... je ne trouve pas le vocable exact, mais je veux dire, il y aura des villes, peut-être des villages où il n'y aura pas d'élection. Mais même en temps normal,
depuis quand on a vu un président élu au Burkina où dont on n'a pas contesté la légitimité? Souvent, on a un corps électoral qui est combien? De 1 million et quelques. Et souvent, c'est peut-être 800 000 qui votent le président. On va faire des contestations post-électorales, mais finalement, quand le mot minimum ici même, je ne l'accepte pas, c'est vous qui m'avez fait entériner le terme, mais je vais dire que vous n'avez pas calmé le fait mentir. Je vais dire que le président, si d'aventure il est élu, il y aura des zones où il ne sera pas, mais ça ne rogne pas quand même la majorité de sa légitimité. On permet à Boukari Ouba, qui trépide d'impatience, de réagir. Boukari, la parole est à vous. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a par rapport à ces élections-là, c'est la bonne intention des acteurs. Que ce soit de la majorité, de l'opposition, et je crois aussi dans l'opinion d'une manière générale, on a cette bonne intention d'aller vers les élections. Mais on est tous conscients. Comme l'a dit un général, c'est le terrain qui va dicter la manœuvre. Le terrain va dicter la manœuvre, sinon même que le terrain peut imposer la manœuvre. Et on sera obligé d'en tenir compte. C'est vrai, le président de l'Assemblée nationale avait fait des déclarations et puis bon, des gens sont tombés sur lui en disant que si la situation sécuritaire n'évolue pas ou évolue en tout cas négativement, on sera obligé de ne pas pouvoir tenir. Bon, on avait dit qu'il n'avait pas lâché ses mots. Il a dit qu'il n'a jamais dit ça. Et c'est une vérité. Voilà. Pourtant, il a bien dit. Il peut aujourd'hui ne pas reconnaître le même mot, mais il a dit. Ces services même nous ont appelé. Mais ça fait quoi de le dire? Aujourd'hui, moi, je le dis sur ce plan. Le président de l'Assemblée. Si la situation sécuritaire se dégrade davantage, et d'ailleurs, c'est le cas. Pendant que nous sommes en train de parler, la situation aujourd'hui, elle est grave à l'Est qu'elle ne l'était il y a 3 mois. Chaque jour, on perd une partie du territoire à l'Est. Et dans le Soum, c'est déjà perdu. Ça, c'est une réalité. Si on va en venir à des situations où des provinces entières ne pourront pas participer à des élections, c'est vrai, on parle de la légitimité, la légitimité. Mais jusqu'aujourd'hui, déjà, cette légitimité se pose. Parce que si on était dans des situations normales, le président même aurait pu peut-être il y a 1 an demander à ce qu'on aille à des élections anticipées. Parce que déjà, avec tous les combats où il a été et avec tous les coups qu'il a pris, aujourd'hui, sa légitimité est pratiquement à terre. Il a besoin de renouveler cette légitimité. Donc, c'est de bonne guerre quand des gens disent allons-y aux élections. Et c'est vous qui disiez que Lassane dit qu'ils veulent avoir une bonne majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est vrai, pour leur donner certainement un peu plus de pouvoir et pouvoir restaurer d'une certaine manière cette autorité de l'État qu'on a perdu depuis fort longtemps. Donc les élections sont utiles en ce genre. Mais disons-le clairement, le terrain aujourd'hui, il faut en tenir compte. En tenir compte, c'est regarder déjà ce qui s'est passé à côté de nous, non loin de nous, au Mali. Au Mali, oui. Vous imaginez si on ouvre une campagne électorale ici et qu'on vient enlever un haut responsable, un responsable de parti. Chef de file de l'opposition au Mali, l'équivalent de ce qu'il a assisté, par exemple. Vous imaginez quelle va être la suite de cette élection, même si on est déjà en campagne. Le Mali a tenu la présidentielle un temps et puis a tenu récemment les élections législatives, mais on voit comment ça s'est passé. Et au second tour de la présidentielle au Mali, on avait tué quelqu'un dans un bureau de vote. Il suffit qu'on ouvre des bureaux de vote ici et qu'il y ait des tueries dans 2-3 bureaux de vote, mais les autres vont fermer. Donc, il faut tenir compte de la situation. Aujourd'hui, le souhait de tout le monde, c'est qu'on aille nécessairement vers des élections. Mais il ne faut pas forcer. Et si on ne peut pas aller aux élections, écoutez, ce qu'on dit, c'est qu'il faut revoir la Constitution. Ça, c'est clair. En 2015, il n'y a pas de solution. C'est comme on dit, effectivement, c'est le terrain qui commande. Mais bon, faisons du journalisme anecdotique, pour reprendre le terme de Frédéric Guillemard. Alors, on ne va pas aux élections, on forme un gouvernement d'union nationale, donc il faut en finir avec les problèmes pendants. Donc, ce gouvernement d'union nationale-là doit pouvoir résoudre la crise sécuritaire, la crise sanitaire, la crise humanitaire avant qu'on ait aux élections. Qu'est-ce qui me dit que ce gouvernement d'union nationale-là pourra résoudre ce qui est quand, avant qu'on retourne à un état normal, à des temps calmes pour pouvoir élire les élections?
est-ce qu'on est sûr aussi que même en tombant dans ce vide juridique-là, avec on ne se presse pas, on veut régler d'abord ces problèmes pendant la humanitaire, sanitaire, sécuritaire, avant d'aller aux élections, mais ça va être quand? Ça aussi, c'est la grande interrogation. À quoi servira? Oui, oui, je vous réponds. Il va prendre combien de temps pour résoudre ces problèmes avant Hyacinthe vous répond. On a vécu en 2014 une situation beaucoup plus grave, où du jour au lendemain, on n'avait pas de chef d'État. On a pu gérer avec nos institutions et avec nos lois cette situation. Aujourd'hui, si le vide juridique se pose, on pourra gérer cette histoire. Et vous parlez de la crise sanitaire, la crise sécuritaire et la crise humanitaire. C'est Hyacinthe qui a la parole. C'est Hyacinthe qui a la parole. Non, mais je vous la parenthèse parce que lui, il fait un parallèle entre le Burkina 2014 où on a eu vraiment cet intermède-là. Mais cet intermède-là ne peut pas s'appliquer au Burkina 2020 parce que d'autres problèmes sont venus encore s'ajouter. Nos problèmes se sont encore alourdis. Donc, le parallèle est fait sur le vide à la tête de l'État. On parle bien du vide juridique engendré par notamment la non-tenue des élections cette fois-ci. Maintenant, cette situation, à quoi servira un président qui a 10 millions de personnes victimes de pandémie du Covid-19? À quoi servira un président qui ne peut pas sortir de Ouagadougou? Il faut forcément trouver des solutions pour ces différentes crises avant de pouvoir aller à l'échelle. La crise humanitaire, de toute façon, les déplacés internes ne votent pas. Mais je prends aussi l'autre versant. C'est Hyacinthe qui a la parole. Ça c'est déjà le fait. Ils ne votent pas. Donc, dans ce cadre, on ne peut pas les évoquer pour empêcher, pour influencer si la tenue ou non des élections. Aujourd'hui, pour moi, pour revenir au fond de ce débat, mieux vaut en venir à cette situation où on en aura convoqué encore un collège s'il le faut, à convoquer qui de droit s'il le faut, pour pouvoir donc pour gérer le vide juridique qui va se poser, mais ne pas rester à forcer et à avoir un pic pandémique et avoir, et voilà, si bien dit, vous avez autant d'incidents qui peuvent survenir dans cette campagne électorale si on ne résout pas la crise sécuritaire, si on ne la résolve pas en tout cas dans une certaine proportion pour pouvoir la tenir. C'est aussi évident que ça. Je ne vois pas en quoi forcer est la solution. Oui, Woba, vous avez demandé la parole. On va conclure sur ça avant de passer au dernier sujet. Je disais pour répondre à Dieu, moi mon option ce n'est pas qu'on ne tienne pas les élections. J'ai dit seulement aujourd'hui on ne peut pas avoir le regard fixé sur ces élections-là en ne regardant pas forcément la situation nationale. La crise sécuritaire qui est là, qui pour moi est beaucoup plus préoccupante même qu'aujourd'hui la crise sanitaire. Parce que véritablement cette crise sécuritaire-là, ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'elle menace les élections. Même si on n'en parlait pas, parce que justement les gens ne parlent pas trop de la situation sécuritaire parce qu'ils se disent on pourra organiser les élections dans quelques hameaux de culture et puis on va élire un président qui va continuer à gérer. Parce que tout simplement on veut gérer Ouagadougou, on ne veut pas gérer le pays. Or, il s'agit de gérer le Burkina Faso. Donc, c'est de partout. Et gérer le Burkina Faso, c'est d'abord gérer justement ces localités qui aujourd'hui se sentent abandonnées, où il n'y a pas d'administration. Vous comprenez? Et pour ça, moi, j'ai dit, aujourd'hui, on a déjà besoin de regarder sérieusement cette situation de sécurité-là, de voir comment est-ce qu'on peut contrôler davantage la situation avant de pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai qu'on a mis pratiquement une parenthèse depuis que le Covid-19 est apparu. On n'a pas l'impression qu'il y a des actions sur le terrain, même s'il y en a tout de même, mais les nouvelles qu'on a par rapport à l'Est aujourd'hui, c'est très inquiétant. C'est pareil que dans le sud. Je peux juste ajouter quelque chose sur les déplacés. Parce que la CENI a fait une étude sur le cas. L'a proposé à l'opposition et à la majorité pour voir comment est-ce qu'il faut les prendre en compte selon leur circonscription d'origine ou bien dans leur lieu de résidence. Bon, les partis politiques pour l'instant ne sont pas vraiment prononcés dessus parce que en réalité, chacun regarde comment l'un ou l'autre cas peut l'avantager. Mais en réalité, c'est que même pour les déplacés, pour la présidentielle, ça ne pose pas de problème, puisque c'est une circonscription nationale. Pour les législatives, ce n'est pas non plus un gros problème, parce que l'essentiel des déplacés sont restés dans la province. Là où ça peut avoir un enjeu politique, c'est les municipales. Voilà, où les gens ont quitté des communes,
aller dans d'autres communes. Si on les comptabilise selon leur commune d'origine ou selon leur commune de résidence, effectivement, là, ça peut avoir... mais le 22, c'est législative et présidentielle. Les municipales, c'est en 2023. On reste avec vous, Joachim Vokouma, pour évoquer le dernier sujet de débat à ce débat de presse, la Côte d'Ivoire, où l'horizon présidentiel semble s'assombrir pour Guillaume Kivapori Soro, condamné mardi dernier à 20 ans de prison pour corruption. Il est également sommé de payer 4,5 milliards d'amende, la confiscation de sa maison, la privatisation de ses droits civiques, malgré que la Cour africaine des droits de la justice plutôt avait rendu un arrêt favorable à son cas. L'État du Côte d'Ivoire a tenu à pouvoir le condamner lors d'un procès. Aujourd'hui, on peut se poser la question, Joachim, que finalement peut faire Guillaume Soro? Oui, bon, mais en fait, juridiquement, les condamnations qui ont été prononcées contre lui n'ont pas vraiment de pertinence. Parce que, comme vous l'avez évoqué, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire, c'était le 22 avril, de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt international et de surseoir au mandat de dépôt décerné contre ses partisans qui sont en prison, dont un de nos compatriotes, là, Mamadou Djibo, qui est de l'entourage proche de Guillaume Soro. Donc, la Cour a donné 30 jours à l'État de Côte d'Ivoire pour faire un point de l'exécution de l'ordonnance. Et tout le monde sait que, juridiquement, un traité est qualitativement supérieur à l'ordre national. Donc, la Côte d'Ivoire, ayant ratifié le texte de la Cour africaine de droit, est tenue de respecter cette décision-là. Vous avez suivi que pour ne pas avoir à tenir ses devoirs vis-à-vis de la Côte d'Ivoire a décidé de se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais même ça n'a pas d'incidence avant un an. Puisque pour que sa sortie soit effective, il faut attendre un an, c'est-à-dire le 28 avril 2021. Donc, juridiquement, les décisions qui ont été prises là n'ont pas de pertinence qui puisse empêcher Guillaume Soro d'être candidat. En tout cas, sa candidature ne peut pas être remise en cause par ça. C'est politiquement que les choses deviennent un peu plus compliquées. Parce qu'on voit bien, parce qu'on voit, Afoussiatou Lamine, même effectivement dit que c'est un procès politique. Évidemment, c'est un procès politique. Parce que cette fameuse résidence-là, acquise depuis 2007, c'est comme par enchantement, c'est pas par je ne sais pas, c'est maintenant qu'on découvre qu'il y a un problème. Il est poursuivi le jour de son arrivée, le 23 décembre, pour tentative atteinte à la sécurité de l'État et tentative de prise du pouvoir par les armes. Bon, c'est quand même assez bizarre. Et toute cette manœuvre-là, on voit bien que c'est pour l'empêcher d'être candidat, d'être rentré en Côte d'Ivoire pour faire campagne et éventuellement... D'autant plus que sur la question des écoutes, il n'a pas nié certains aspects, puisqu'il avait dit que il y a des écoutes dans lesquelles c'était des trucs antérieurs à la période où on lui reproche un certain nombre... À l'évidence, c'est son refus de rester au RHDP, d'entériner la candidature de Gon Coulibaly, qui lui vaut tous ces débats, tous ces problèmes-là. Parce que je suis sûr, je mets ma tête à couper, que s'il était resté au RHDP, tout ce qui lui arrive là ne serait jamais arrivé. Tous ces procès-là ne seraient pas non plus candidats. Mais je veux dire, voilà, mais c'est que dans la condamnation, on le prive aussi de 5 ans de droits civiques. 5 ans de droits civiques. C'est-à-dire que le temps de la prochaine mandature, il ne peut plus rien faire. C'est quand même assez grosse comme ficelle pour passer. Et on voit bien que autour des autres partis politiques, comme même dans la majorité du RHDP, les gens ne sont pas totalement d'accord sur cette posture-là. Mais en politique, vous savez, tout peut changer. On a appris que Gon Coulibaly a été évacué d'urgence à Paris le 2, la nuit, pour subir...
Ça, c'est le communiqué officiel qui le dit, pour un contrôle. Voilà. Mais bon, on sait qu'il avait déjà séjourné à la Pitié-Salpêtrière en 2012 et qu'il était rentré très fragile. D'ailleurs, il se relève du coronavirus. Donc, ça, voilà, ça il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et d'ici quelques semaines, les choses pourront changer. Oui, Boukari Bouba, votre avis sur ce sujet? Bon, je pense que c'est clairement un procès politique, mais à l'évidence, ça empêche Soro d'être candidat. Parce que, quelle que soit la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, cette Cour-là dispose de quels moyens pour faire respecter sa décision? Aussitôt, l'arrêt a été rendu que la Côte d'Ivoire a dit qu'elle ne reconnaît plus la compétence de cette Cour-là sur son territoire. Même si cela ne doit pas avoir de conséquences sur la décision qui avait déjà été rendue. Mais c'est la preuve déjà que la Côte d'Ivoire n'a pas du tout envie de respecter cet arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et que par conséquent, c'est Guillaume Soro qui dans tous les cas va payer les pots. Je ne vois pas comment est-ce que cette Cour-là peut, en tout cas, remettre en cause le jugement qui a déjà été rendu, d'autant plus que l'arrêt visait tout simplement à interrompre le mandat d'arrêt international qui était lancé contre Guillaume Soro. Donc, ce qu'aujourd'hui on doit plutôt regarder, c'est véritablement le climat en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en privant Guillaume Soro de la participation aux élections, en maintenant à l'écart Laurent Gbagbo, Blé Goudé et tous ceux que vous connaissez, est-ce que la situation en Côte d'Ivoire, la tension sociale et politique sera de nature à organiser des élections en octobre à côté de là et avoir des élections apaisées, avoir un président qui va effectivement prendre le relais de Alassane Ouattara et continuer à gouverner tranquillement? On sait plus ou moins quelle est la capacité de nuisance de Soro, de Blé Goudé, de Gbagbo, même si aujourd'hui ils sont certainement atteints d'une certaine manière, mais il reste quand même que ce sont des personnalités qui ont beaucoup de partisans en Côte d'Ivoire, et je me demande bien comment est-ce que ces élections qui se profilent à Lobou vont. Est-ce que c'est votre doute également, Yacine Sanou? C'est véritablement ce sur quoi il faut observer l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Il y a le développement de santé, ou de sanitaire aussi, qu'il faut regarder, notamment la santé de Gon Coulibaly, qui est plus ou moins le candidat, le dauphin, le remplaçant en tout cas désigné d'Alassane Ouattara. Il y a cette question aussi de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Il y a cette donne politique qui reste. Mais pour revenir au cas Soro, pour moi, quoi qu'on dise, l'argument politique ne doit pas en fait cacher les malversations. Aujourd'hui, le procès s'est tenu. Il est accusé d'avoir fait certaines choses. Il a été condamné pour ça. S'il y a lieu de débattre sur le procès, de faire appel et de se défendre, je pense qu'il y a cet élément-là à avoir. Ensuite, la question de la Cour africaine. Je ne pense pas que ce n'est pas la première fois qu'on ignore une décision de la Cour. Le Burkina est bien placé pour en parler. En 2015, la même Cour nous a dit de laisser notamment le CDP participer aux élections. On ne l'a pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu comme sanction? Je ne vois pas. Donc, je ne vois pas outre mesure ce qui peut forcer la Côte d'Ivoire à suivre la décision de cette Cour. Alors encore qu'ils ont mis la manière dans la façon de refuser de suivre la décision de la Cour. Donc, pour moi, aujourd'hui, si Soro veut véritablement... Non, en se déclarant, en se retirant. Je parle de cette manière-là. Oui, ils pouvaient tout simplement l'ignorer comme nous, mais ils ont décidé de se retirer. Ils ont mis la manière dans mais le train serait effectif en 2021. Mais c'est juste la manière, comme je le dis. Ils vont l'ignorer tout simplement. Ils auraient pu tout simplement se taire et puis faire le procès. Mais ils ont mis la manière en ayant cette action juridique-là avec la Cour. Cette interaction aussi juridique avec la Cour. Aujourd'hui, en tout cas, pour moi, si Soro veut quelque part se redonner son blason, c'est déjà sur ce terrain, parce qu'il y a tellement de dossiers Soro, ou en tout cas de dossiers dans l'affaire Soro, qu'il va falloir au fur et à mesure. Il traîne beaucoup de casseroles. Beaucoup. Et il faut répondre à un moment donné devant la justice, parce que ça va de pair avec la bonne politique. Il l'entraîne. En attendant, le seul condamné,
le tribunal du plateau, c'est celui qui a la magie. Et donc, il détient aussi l'instrument judiciaire, donc il l'utilise à sa guise. C'est ce qu'on observe tout simplement. Si on est tous d'accord qu'il y a des choses à reprocher à Soro, mais aujourd'hui, ce qui se passe est purement politique. Oui, c'est vrai que quand on condamne un candidat à la présidentielle à quelques encablures quand même de cette échéance, ça pose problème et on François Fillon a il s'est fait épingler en pleine campagne. Mais ça pose problème quand même, Yacine. Ça pose problème. On ne peut que supputer un peu chaud. Moi, j'ai pas aimé le grief que je fais à Soro, c'est quand il n'a pas voulu rentrer dans le RHDP, bon, il s'est répandu en imprécation, il est devenu un grand imprécateur du pouvoir, tout. Moi, je n'ai jamais aimé quelqu'un qui est dedans, et quand il sort, il commence à cracher son nom. Un ministre, quand on vous enlève ou que vous partez de vous-même, vous vous taisez et puis, oh non, j'avais dit... c'est des bonnes personnes politiciens. Voilà, moi, c'est le seul reproche que je lui fais. Mais sinon, on sait comment... Je fais rapidement une rétrospective. On sait comment Ouattara, il est venu au pouvoir. Ouattara doit son pouvoir aux Ivoiriens, bien sûr, mais 40% à Soro et à ses zones, 60% à Blaise, à la France et à l'ONUCI. Je me rappelle les propos de M. Choi, le monsieur ONU. Ouattara, il a gagné. Quand il a dit ça, c'était l'autorité de la chose votée. Mais on sait par la suite comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on fait quoi? Soro est condamné. Or, la dévolution du pouvoir doit se faire de façon démocratique. Contrairement à ce que dit Yacine, je ne suis pas d'accord. Le problème aujourd'hui ne peut être résolu. Le problème de Soro aujourd'hui ne peut être résolu que par la voie politique. Nous tous, nous sommes battus. On a écrit des éditoriaux sur les deux adverbes scélérats dans la constitution ivoirienne qui empêchaient Ouattara justement d'être candidat. C'est ces deux adverbes qu'on a introduits insidieusement dans la Constitution. Aujourd'hui, par un tour de pirouette, Ouattara retourne les mêmes armes contre Soro. Bon, je pense que oui. Parce que quand la politique... non, mais c'est comme si... Bon, non, ce procès-ci, oui, c'est pas sûr. Quand la politique s'introduit dans les prétoires, la justice s'enfuit par la porte. Contrairement à ce que moi, je pense que c'est politique. Ouattara et Soro, ils se connaissent tellement bien qu'ils peuvent bien s'entendre. Ils sont liés par 20 ans de compagnonnage. Ils ont fait des jours et des jours confinés à l'hôtel du Golfe. Ça crée forcément des liens insécables. Je crois qu'aujourd'hui, la solution est politique. Donc, on parlait de lien filial. Oui, la solution est politique. La solution est politique parce qu'il suffit que Ouattara, il rassemble ces alters ados, ce qu'on appelle ces alters ados, notamment Kablan Denka, et puis l'illustre évacué, là, vous nous apprenez, Koulibaly, et Soro, et on peut trouver là, parce qu'ils ont pris le pouvoir ensemble. Aujourd'hui, ils ne se sont pas entendus sur le passage de témoins, et il y a des bisbilles. Ils peuvent bien se retrouver pour s'entendre, parce que d'autant plus que si Ouattara fait le forcing et il va, là je rejoins Woba, s'il fait le forcing, il va à l'élection du 31 octobre, sans Soro, qui représente, quoi qu'on dise, il représente quelque chose. S'il va ça, j'ai bien peur qu'il ne vendange vraiment son acquis, parce qu'aujourd'hui Ouattara, on peut lui reconnaître quelque chose, il a pu endosser les habits d'un second Oufoué. Parce qu'aujourd'hui, point de vue et infrastructure, mais sur la réconciliation, lui il parle de cohésion nationale, là-bas il lui faudra faire. Et aujourd'hui, pour moi, il faut permettre à Soro de se présenter à cette présidentielle. Oui, Joachim, est-ce que c'est votre avis? Je voulais juste rappeler qu'en 2016, la même Cour africaine avait demandé à la CEI, au gouvernement ivoirien, de revoir la composition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Et Ouattara l'avait refaite en changeant les hommes. Et quand l'opposition a protesté, ils ont encore saisi la Cour africaine qui a dit, bon, tel que c'est formulé, nous, ça nous convient. Et Ouattara avait brandi ça, en disant, ah, vous voyez, la Cour africaine, vous voyez, bon, quand la Cour africaine prend une décision qui vous arrange, ah oui, bravo, c'est vraiment avec elle. Et quand ça ne vous arrange pas, bon, c'est pour ça que ce procès-là, c'est un procès politique. Mais contrairement à ce que Dioné disait, je pense que politiquement, le bilan de Ouattara est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Réconciliation nationale, réconciliation. Infrastructurel. Oui, ça c'est autre chose. Oui, terminez. C'est un second fouet, ça, c'est mon point de vue. Politiquement, c'est une catastrophe parce que réconciliation nationale, zéro. Il parle de cohésion nationale, il ne parle pas de réconciliation. Oui, c'est la même chose. Cohésion nationale, zéro. Toute la justice qui devait au moins entendre quelques-uns de ses partisans dans ce qui s'est passé avant et après la crise, rien du tout. Donc, la Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est une Côte d'Ivoire divisée. Et sur ce point-là, c'est un échec total. Et là, ce qui se passe va encore ajouter à cet échec politique-là. Et on ne sait pas dans quelle direction va la Côte d'Ivoire. Vraiment, on va terminer avec... Non, mais juste un aspect, si les institutions, elles n'ont pas changé, ce sont nos intérêts qui ont changé. Autant hier, on était d'accord avec la Cour africaine, aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Autant il y a certaines institutions comme Human Rights Watch, hier, quand elle parlait de l'affaire David Odawo, de Norvège, on se criait. Aujourd'hui, lorsqu'elle parle de certaines affaires, on tape sur elle. Ça vaut pour tout. Ce sont les intérêts qui ont changé. Supprimons alors nos juridictions supranationales et revenons à nos justices vermoulues-là. Le dernier mot appartient à Boukari, juste pour terminer en une seconde. Il n'y a pas que Soro seul qui est condamné en Côte d'Ivoire. Babo et Blé Koudé, bien qu'ils ont plus ou moins eu gain de cause à la CP, ils ont été condamnés par les tribunaux nationaux en Côte d'Ivoire. Et chacun a pris aussi 20 ans de prison. Oui, il n'est pas le seul. Donc on a l'impression véritablement que Ouattara, il est là, lui, avec sa justice, c'est pour distribuer justement des condamnations aux autres qui en réalité ne sont que ses adversaires politiques. Sur le cas Soro, on peut même discuter du point de vue de l'arsenal juridique en Côte d'Ivoire. Il était en 2007 Premier ministre lorsqu'il a acquis cette villa-là, qui aujourd'hui lui vaut ce conseil. Et en Côte d'Ivoire, il y a aussi une hausse cour de justice, comme nous en avons ici, et au regard de sa qualité en 2007, Ouattara devrait être, du moins Soro devrait être jugé par la haute cour de justice, mais il est jugé par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Certainement, on va revenir sur le cas Côte d'Ivoire dans nos prochains débats, surtout avec la santé de Gon Coulibaly, les dauphins politiques désignés de Alassane Ouattara. Mais on va s'arrêter là vraiment pour le débat de presse de ce matin. Était là Dieudonné Zumbrana d'aujourd'hui au Faso, Boukari Oba de Mutation, Joachim Voukouma de Kasseto.net, un site d'information en ligne, et Yacinthe Sanou de Omega FM. Merci à tous les quatre d'être là. Merci à vous également pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre dimanche de débat. Au revoir.